Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anakilypsy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la nuit 1 de Mania. Voilà, donc nuit que j'ai vue en direct, comme pour Stand and Deliver, même si Stand and Deliver il y avait un petit décalage, hein. Quand j'ai commencé à le regarder c'était déjà quasiment la fin du show. Mais voilà, pour la nuit de WrestleMania 1, j'ai pu le voir entièrement en direct. Vous allez voir, je vais peut-être avoir un peu de mal à parler par moments parce que je suis complètement claqué, hein. Voilà, je me suis couché, je crois, à 5h30 pour me lever à 9h30 parce que, en gros, pour expliquer, moi je fais plusieurs sports, hein. Je pense que ça, vous avez déjà compris que je faisais de la boxe française. Euh, mais à côté, je fais d'autres disciplines et notamment, je suis dans un club de multisport où on découvre plein de sports. Et actuellement, on est sur la période de korfball. Donc, si vous connaissez pas, faites une recherche. Si vous voulez pas, bon, voilà, c'est pas important. En tout cas, voilà. En ce moment, on est sur une session de korfball et du coup, on a les joueurs de korfball de l'équipe de Caen, du coup, qui viennent euh, nous présenter un peu leur sport. Bon, moi, je commence à bien connaître parce que bah, ça fait déjà 3 ans que je suis dans le club de multisport et 3 ans qu'ils viennent nous présenter tous les ans le sport. Donc, c'est plutôt cool, surtout qu'on est toujours demandant de ce sport-là parce qu'il est vraiment bien. Et du coup, ils avaient un dernier match. Alors, je crois qu'ils ont encore un match la semaine prochaine ou un truc comme ça. Mais ils avaient encore un match à Caen. Du coup, leur dernier match de saison. En plus, pour l'instant, ils sont premiers, l'équipe de Caen, donc c'est parfait. Mais ils avaient leur dernier match à Caen aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui au moment où j'enregistre, donc le dimanche. Et, euh, et du coup, pendant la séance, mercredi, ils nous disent, bon, bah, voilà, si vous voulez venir, machin. Du coup, bah, moi, j'y suis allé. Donc, du coup, le match commençait à 11h. Donc, sachant que c'était à 30 minutes à pied de chez moi, que je vais retrouver une pote avant. Enfin, bref, compliqué. Bon, après, j'y ai été. Le match était trop bien. On a vu notre équipe gagner, hein. Heureusement, hein, parce que c'est eux qui vous font découvrir le sport, hein. Ça aurait été un peu con qu'ils perdent devant nous. Et après, mercredi prochain, il serait arrivé, enfin du coup pour vous demain, au moment où vous voyez la vidéo, il serait arrivé en mode bon, on va vous présenter un sport dans lequel on a perdu il n'y a pas longtemps devant certains de vos collègues. Ça aurait pu être marrant, mais bon, c'est mieux de les avoir vus gagner. Et du coup après, moi je parlais avec un gars de mon club de multisport qui était là, avec qui je n'avais jamais échangé. Enfin à chaque fois qu'on se voyait, on se disait bonjour, au revoir, parce que bah voilà, on est tous polis là-dedans un minimum, contrairement à d'autres sports. Euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, on n'avait jamais eu l'occasion de discuter. Du coup, là, on a profité pour discuter. Et puis, au point qu'au bout d'un moment, t'as les joueurs de l'équipe sont venus nous voir. Il fait bon, vous voulez venir prendre une bière avec nous, manger avec nous? Fait bon, bah, ok. Donc, voilà, là, je viens tout juste de rentrer chez moi. Il est un peu plus de 15 heures. C'était vraiment cool, hein. En plus, c'est déjà, quand ils viennent nous présenter leur sport, ils sont très cool. Là, en mode pépouze, c'est encore mieux. Bref. On n'est pas pour parler là pour parler de ça, mais voilà, pour dire que mon sommeil était très court parce que j'ai dû me rendre à ce match, du coup, qui commençait quand même assez tôt. Donc, bah, on va parler de WrestleMania, on va faire comme pour Stand and Deliver. Je vais vous revenir un peu sur chacun des matchs, donner mon avis, même si bah, pour Stand Deliver, du coup, je faisais tout, comment dire, tout à la suite. En vrai, je veux dire, j'avais vu le show et enregistré juste après, donc tout était encore très frais. Que là, bah, comme je disais, j'ai dormi entre deux, j'ai été à un match, aller voir un match, voilà, passer un peu de temps avec une pote, donc forcément, mes souvenirs vont être un peu plus flous que quand je regarde un show et que j'enregistre juste après. En tout cas, on a commencé opener, Rhea Ripley contre Becky Lynch pour le titre Women's World Championship. Du coup, mon pronostic que vous pouvez retrouver dans l'onglet communauté, si, enfin, je dis ça, c'est au cas où les gens ne croient pas, hein. Euh, Bref, donc j'avais noté, je pronostiquerais Rhea Ripley qui, après avoir vaincu Charlotte Flair, battrait une autre membre des Four Horsewomen à WrestleMania. Cela consoliderait son règne de championne vraiment pas top en ce moment. Et oui, parce que il y en a beaucoup qui crachent sur Roman Reigns et qui à côté de ça surkiffent Rhea Ripley. Et je me dis mais vous êtes débile en fait. Oui, je suis méchant là, mais oui, je dis clairement, vous êtes débile. Je veux dire, comment vous pouvez adorer Rhea Ripley et détester Roman Reigns?
Ça n'a aucun sens. Et surtout sur l'argument du oui, mais Roman Reigns, il fait un match enfin, tous les 4 mois, on le voit quasiment jamais, machin. Bah oui, mais Rhea Ripley, elle a fait quasiment autant de défenses de titre que Roman Reigns. Et au moins, Roman Reigns, certes, il fait rarement des matchs, mais sans vouloir être méchant avec Rhea Ripley, au moins ses matchs, ils sont excellents. Enfin, bon, ça dépend ce qu'on aime, mais moi, j'aime beaucoup la formule Roman Reigns. Mais je veux dire, quand tu regardes le règne de Rhea Ripley, où dedans, t'as carrément un squash de Natalia, bah, excuse-moi, mais le règne, il est pas top. Alors, il a quand même quelques bons matchs, hein, comme la façon de gagner son titre contre Charlotte Flair, le match de ce soir, c'est pas le match que j'ai préféré, mais ça restait un match solide. Euh, Après, elle a tellement peu de défense que comme pour Roman Reigns, j'ai peu de souvenirs de qui elle a affronté et quand ça s'est passé, tellement ça arrive rarement. Donc, j'aimerais que la WWE, et c'est ce que j'ai mis en story sur mon Insta, se concentre moins sur l'écriture de Ripley côté Judgment Day, même s'ils peuvent continuer, hein, ça c'est pas un souci, mais qui aussi travaille son règne. Parce que son règne, bah, faut le dire, il est nul. Le règne de Ripley est nul. Voilà, elle a rarement des défenses de titre. En plus, des fois, il n'y a même pas vraiment d'histoire sur les défenses de titre. C'est juste histoire, bah allez hop, on fait une petite affiche comme ça vite fait, et puis voilà. Même là, hein, l'écriture, la préparation de ce match, il est pas terrible, hein, voilà, Becky Lynch, en fait, on suit plus le rite initiatique de Becky Lynch qui veut prouver qu'elle mérite d'affronter Rhea Ripley avant WrestleMania, plutôt que vraiment construire quelque chose avec Rhea Ripley. Ce qui veut dire que ils ont fait ça au dernier moment, c'était très mal construit. Et, ouais, c'est très dommage quand t'as deux catcheuses de cette envergure-là. Bref, et pour moi, c'est un peu joué dans l'appréciation, parce qu'en soi, bah, j'avais un peu rien à faire du match, quoi. Je veux dire, je me suis dit, ça va juste être un match de championnat classique de Rhea Ripley. Voilà, elle va juste défoncer son adversaire, facilement ou pas, ça dépend de son adversaire, mais voilà, sans plus, quoi. Et du coup, bah, en soi, j'avais raison, hein. Le match, il était cool. On a eu des matchs très cool, hein, mais les seuls trucs intéressants que j'ai noté, c'est Becky Lynch qui contre le Riptail avec le Man of the Slam, ça c'était vraiment cool. Becky Lynch qui va kick out du Riptail placé en esquivant un kick, ça c'était plutôt cool. J'ai mis aussi belle souplex de Becky Lynch qui arme directement une soumission au niveau du bras, ça c'était très bien. J'aime bien quand les catcheurs ou catcheuses enchaînent plusieurs choses à la suite. Et après, j'ai mis Ripley va placer son Riptail contre le coin du ring, puis un Riptail classique pour la victoire. Bon, bah voilà, je pense que tout le monde s'en doutait, personne n'a été surpris, hein, voilà, de la victoire de Ripley. J'ai noté, Rhea fait son entrée avec le groupe qui chante son thème, ça c'était vraiment assez cool. Et j'ai mis le match est trop long pour ce que ça raconte. Et oui, parce qu'il y a tellement peu d'écriture autour de ce match, et ben que bah, en fait il y a quasiment rien à raconter, il se passe quasiment rien, et du coup bah t'as juste deux catcheuses limite qui se battent pour un titre. Voilà, c'est un peu dommage. Par contre, petite mention spéciale pour l'outfit de Becky Lynch quand elle fait son entrée, elle était magnifique. Voilà, c'est rare que je commente les tenues de catcheurs catcheuses, à part quand ça fait référence à un film ou un truc comme ça, comme pour Carmelo Hayes à Stand and Deliver. Mais là, quand j'ai vu Becky Lynch avec toute sa tenue rouge et blanche, ça faisait à moitié un truc de, pas vraiment un truc de froufrou, mais bref, vous voyez, si vous avez vu le match, de toute façon, vous voyez comment elle est rentrée dans le ring, hein. Mais je trouvais ça hyper stylé, je me suis dit, très classe Becky Lynch. Après, Rhea Ripley était aussi assez classe, mais bon, les gens tout en noir, c'est pas trop, trop j'aime bien les gens un peu colorés dans leurs vêtements, bref. J'ai noté le match 3,5 sur 5, hein, parce qu'effectivement, le match, il manque cruellement de construction. Voilà, on sent que la construction de toute façon a été faite à la va-vite à la fin. D'ailleurs, j'ai même pas de souvenir qu'il y ait eu une petite promo. Enfin, si, il y a eu un truc avec le fait que Becky Lynch, elle a écrit une biographie, machin. Donc, il y a eu limite juste une pub pour ça, avec le parcours de Becky Lynch, mais vraiment c'est tout. T'as même pas eu de teasing sur la rivalité parce que bah, en vrai il n'y a pas de rivalité. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est même Ripley qui a été obligé de dire eh oh, ma challenger serait bien que tu t'occupes de moi et pas de Nia Jax.
Donc manque de d'écriture pour la rivalité, match beaucoup trop long. Il y a des moments où vraiment je m'ennuyais. Mais après, voilà, ça reste quand même un bon match, un bon opener. Voilà, ça fait le taf pour divertir, mais sans être hyper divertissant. Ensuite, comme pour Stand and Deliver, le deuxième match, j'ai mis un 5 étoiles. Voilà. Il faut croire que le deuxième match de chaque show, c'est celui que je préfère. On verra cette nuit. Je sais pas ce sera quoi le deuxième match, mais pour l'instant, deuxième match de Stand and Deliver, le match au Bafemi, le seul dont j'ai mis un 5 étoiles. Là, deuxième match, j'ai mis un 5 étoiles. D'ailleurs, j'ai aussi mis un 5 étoiles au main event, on en reparlera. Encore une fois, quand je fais ces vidéos-là, je parle uniquement de mes goûts à moi. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, dites-le en commentaire et, et on peut, avec vos arguments, pas forcément en débattre parce que bah, l'appréciation d'un match ou quoi que ce soit, c'est ultra subjectif. Donc c'est impossible parce que tu vas dire oui, moi j'ai tel argument pour dire que c'était mieux ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que pour telle personne c'est mieux, mais pour d'autres, ça va être différent. Voilà, et on le voit avec les résultats, hein, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, t'en as plein qui sont en mode oui, oui, je suis trop content, et t'en as plein qui sont pas contents parce que ben voilà, le résultat, le match, tout est ultra subjectif. Bref, donc voilà, si pour vous, les matchs où j'ai mis 5 étoiles, ça les méritait pas, et celles où j'ai pas mis 5 étoiles pour vous, ça méritait, et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais c'est normal, on est tous différents, une façon de vivre le cash différemment, donc voilà. Bref. Ce match 2, c'était DIY contre New Catch Republic. Alors DIY composé de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, New Catch Republic composé de Tyler Bate et Pete Dunne, Awesome Truth donc composé de The Miz et R-Truth, Judgment Day composé de Finn Balor et Damian Priest, le New Day composé de Kofi Kingston et Xavier Woods, et puis la dernière équipe, Austin Theory et Grayson Waller. Voilà, donc mon pronostic, et là franchement j'ai été très bon. Il y avait peu de chances que j'ai le pronostic parfait. Et vraiment, hein, je ne vais pas me donner des fleurs, hein, mais j'ai le pronostic parfait sur ce match. Alors que, voilà. J'ai noté, globalement, mon prono. Si les ceintures restent undisputed, je pronostiquerai The Awesome Truth, que je vois bien être récompensé de leur super travail, notamment avec tout l'aspect comédie de R-Truth. Donc ça, c'était dans le cadre où les ceintures restaient undisputed. Mais si les ceintures sont séparées, parce que bien sûr il y avait des rumeurs comme quoi les ceintures seraient séparées. Donc je me suis dit, je vais faire un prono si c'est séparé et un prono si ce n'est pas séparé. Mais comme là les ceintures étaient séparées, ben on continue le pronostic. J'ai mis, je vois toujours The Awesome Truth récupérer les ceintures de Raw, des ceintures de Raw. Qui va récupérer les ceintures de Raw? Awesome Truth. Donc déjà celui-là, je ne m'y attendais pas. Enfin si, je m'y attendais à ce que Awesome Truth gagne. Forcément, mais voilà, sur les bonnes ceintures, c'est nickel. Voilà, Awesome Truth, pour les raisons que j'avais données précédemment. Et ensuite, j'ai dit, je dirais Grayson Waller et Austin Theory pour les titres de SmackDown afin d'accompagner Logan Paul, tous avec un titre lors de la nuit 2 de WrestleMania. Pour avoir un petit prestige dans le groupe. Euh, Bref. À la base, j'ai dû dire ça pour rigoler. Après ça, après coup, je me suis dit en plus, c'est pas con. Parce que si d'un côté, t'as une équipe face qui remporte une ceinture, une équipe heel qui remporte l'autre, bah en fait, c'est bien, c'est équitable. T'as une équipe de méchants, une équipe de gentils qui règne. C'est pas trop mal. Donc, vraiment, très satisfait de mon prono, hein, parce que vraiment, il y avait peu de chances que vraiment ce soit le prono parfait, et j'ai réussi. Hein. Allez vérifier sur l'onglet communauté si vous ne me croyez pas, mais j'avais le prono parfait. Donc le match, voilà, hein, était incroyable, était nickel en vrai, très divertissant, il se passe des choses un peu partout à droite à gauche, peut-être un peu difficile à suivre par moment hein, ce genre de match, mais en vrai c'était très bien, c'était vraiment très bien. J'ai noté pas mal de trucs intéressants, notamment Tyler Bate qui va tourner en rond avec Finn Balor sur les épaules, qui tient une échelle et ensuite, il lance Finn Balor contre une autre échelle. Ça, c'était cool. J'ai mis double moonsault du New Catch Republic avec Sarah du ring sur d'autres catcheurs sur les côtés. C'était très cool aussi. Euh, j'ai noté pour empêcher New Catch Republic de récupérer une ceinture.
Pourquoi j'ai mis il va prendre Pete Dunne. Ah oui, c'est Damien Priest qui chope Pete Dunne et puis qui le dégomme comme ça contre l'autre échelle où il y avait Tyler Bate dessus. Ça, c'était assez innovant, c'est sympa. Je mets R-Truth qui refait le truc de, je crois, dans un match par équipe, il l'avait déjà fait, je crois, pendant le Royal Rumble, si je dis pas de bêtises. Et là, il le refait, vraiment, au bout d'un moment, il se met dans le coin et puis il attend qu'on lui tape dans la main. Bien sûr, The Miz, il joue le jeu, le public à mort. D'un coup, t'as tout le public qui se lève, tout le public joue le jeu. C'est incroyable. Du coup, t'as The Miz qui va taper dans la main d'R-Truth, qui va lancer tous les trademarks de John Cena, dont un Attitude Adjustment à travers une échelle sur Finn Balor. C'était trop bien. Et il va même faire le tomber. Et oui, lui, il va vraiment se mettre sur Finn Balor, puis taper. T'as tout le public qui est en mode 1, 2, 3, puis il est en mode ouais, j'ai gagné. Puis là, t'as The Miz qui fait non, mais faut attraper l'échelle, enfin, faut attraper des ceintures qui sont au-dessus. Bref, c'était un moment hyper drôle, j'ai adoré. De toute façon, comme tout le monde, hein, dès qu'on a R-Truth qui fait n'importe quoi, c'est toujours très drôle et c'est cool. J'ai noté aussi DIY qui vont faire les finishers de la DX. Et oui, parce que R-Truth avait confondu Tommaso Ciampa avec Triple H et Johnny Gargano avec Shawn Michaels. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que là, t'as Johnny Gargano qui envoie le Switch in Music et Tommaso Ciampa qui envoie le Pedigree. C'était vraiment sympa pour faire rappel à la connerie d'R-Truth. Voilà. Du coup, Awesome Truth et DIY, au lieu de se casser la gueule, ils vont se dire, bah attendez, on est deux équipes de gentils, on n'a pas à se frapper dessus. Chacun prend une ceinture, on est tous champions, on est potes, c'est parfait. Bah qu'est-ce qu'ils font? Bah voilà, ils prennent tous une échelle, ils vont chacun vers une ceinture différente. Alors sur le coup, je me suis dit, c'est trop bizarre que ça se termine maintenant, parce que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, je sais plus dans quel roster ils sont, mais The Miz et R-Truth, ils sont partis de Raw, donc les voir monter sur l'échelle qui mène au titre de SmackDown, ça me paraissait un peu bizarre. Et effectivement, il y a, je crois que c'est à ce moment-là, Grayson Waller et Austin Theory qui vont faire tomber les deux échelles et ils vont récupérer les ceintures de SmackDown, donc Austin Theory, Grayson Waller, les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Parfait, c'était mon prono. Je suis très content. Et peu de temps après ça, t'as les New Catch Republic qui vont choper Grayson Waller, qui vont faire traverser une échelle. Voilà, donc à peine devenu champion, il fait un petit passage dans une échelle. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Descend du coup de Xavier Woods sur Tommaso Ciampa qui était allongé sur une échelle, ça c'était très cool, c'est un peu un classique, hein. On avait déjà eu des trucs comme ça avec la descente de la cuisse de Jeff Hardy ou des trucs, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Gargano qui envoie, ah oui, ça c'était très beau, vers l'extérieur du ring, Gargano qui envoie son DDT, vous savez, quand il passe par-dessus les cordes et quand il retombe pas, il envoie le DDT. Là, il fait ça et du coup, son adversaire, je sais pas si j'ai noté qui c'était, sur Pete Dunne, qui du coup atterrit sur une table à travers l'extérieur du ring, c'était génial. Le move était incroyable. D'ailleurs, c'est un peu dommage que DIY n'ait pas eu de ceinture, mais sinon, ça aurait fait que des faces qui gagnent, ça aurait pas été hyper intéressant. D'ailleurs, je trouvais très intelligent que les heels remportent les ceintures en premier et qu'ensuite on fasse gagner les faces, comme ça on termine sur une bonne célébration. Donc vraiment très malin l'écriture de ce match. J'ai noté aussi JD McDonough qui va intervenir, qui va tenter d'aider Finn Balor à récupérer les ceintures de Raw, mais du coup, je sais plus qui intervient. Je me demande si c'est pas le New Day ou un truc du genre, et du coup qui vont pousser l'échelle vers l'extérieur. Du coup, JD McDonough va se fracasser sur deux tables qui étaient à l'extérieur du ring. Et ensuite, après ça, du coup, on a R-Truth un peu plus tard qui va monter sur l'échelle. Je crois qu'il se débarrasse d'abord de Finn Balor, pas de Finn Balor, de Damien Priest. Ensuite, il monte à l'échelle et il récupère les titres par équipe de Raw. Donc voilà, fin des ceintures Undisputed, fin du règne tyrannique du Judgment Day sur les divisions par équipe. Voilà. En commentaire, j'ai mis match présenté par les Pretty Deadly en segment, c'était très très cool. La présentation des Pretty Deadly était géniale. En plus, ils ont fait un petit rappel au fait que voilà, hein, le New Day sont ceux qui ont fait perdre le titre par équipe de NXT aux Pretty Deadly. Je trouve ça intéressant.
Bref, j'ai mis les ceintures sont pas attachées ensemble, oui, bah ça, je pense que maintenant vous avez compris. Et apparemment, c'était la toute première victoire d'R-Truth à WrestleMania, si j'ai bien entendu. Donc voilà, bravo R-Truth. J'ai envie de dire, tu l'as mérité. Globalement, tous les catcheurs qui se donnent autant dans leur travail le méritent. Mais il nous divertit tellement que on peut utiliser la formule, même si j'aime pas trop utiliser cette formule-là. Donc j'ai noté 5 sur 5, hein. Pour moi, franchement, j'ai été diverti du début à la fin. Il y a eu des moments de stress, des moments où je me suis marré avec R-Truth, bref. J'ai trouvé le match génial. En plus, mon pronostic il était parfait. Donc, franchement, voilà. Bon, c'est pas parce que mon pronostic était parfait que j'ai mis 5 étoiles, hein. Bien sûr, c'est plus pour la qualité du match. Mais je trouve que le match nous a offert ce qu'on attendait, hein. Donc, du divertissement, séparation des titres, puisque ça fait très longtemps que les fans demandent à ce que les titres soient séparés. Bref, on a donné ce que les fans voulaient. C'est très bien. Ensuite, troisième match, Rey Mysterio et Andrade contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Mon pronostic, c'était Dominic Mysterio et Santos Escobar. J'avais noté ça, je pronostiquerais Dominic et Santos afin que chacun des membres Mysterio ait une victoire sur l'autre à WrestleMania, permettant peut-être de faire la belle pour la fin de carrière de Rey à un autre WrestleMania. De plus, une victoire de Santos permettrait d'avoir un match 1 contre 1 entre lui et Rey lors d'un autre PLE, et surtout d'un 1 contre 1 où il n'y a pas eu de triche pour que Santos y gagne. Donc moi je m'attendais à un truc du genre, honnêtement. Voilà, et surtout j'aurais trouvé intéressant que Dominique ait quand même une victoire à WrestleMania contre son père. Effectivement, ils auraient eu une victoire chacun. Et ensuite, sur un autre WrestleMania, on aurait pu dire bon bah allez hop, on fait la belle, on a chacun une victoire, on termine tout. Celui qui perd, il quitte la WWE. Et puis hop, on fait la fin de carrière de Rey Mysterio, voilà, qui perd en faisant son dernier match contre son fils. Ce serait incroyable, ce serait incroyable. Je sais que les gens, forcément, ils aiment pas Dominique à cause de son perso ou quoi que ce soit, mais juste imaginez, juste pour eux, imaginez pour eux à quel point ce serait incroyable. Tu te dis, le dernier match que je fais dans ma vie, c'est contre mon fils, mais ce serait juste génial en vrai. Et franchement, j'espère que c'est ce qui arrivera quand Rey Mysterio décidera de prendre sa retraite. J'espère réellement que son dernier match sera contre Dominique, si Dominique est toujours heal, parce que je trouve que ce serait juste incroyable qu'il puisse terminer sa carrière contre son fils. Voilà. Donc le match était plutôt sympa, honnêtement. On a passé des très bons moments aussi. On a un double crossbody de Rey Mysterio et Andrade. Donc Andrade qui avait Rey Mysterio sur les épaules, puis ils se sont jetés comme ça. C'était la première fois que je voyais ça. On a un Pop Rocks de Rey Mysterio. Alors je sais que ça techniquement ça s'appelle pas le Pop Rocks, hein, c'est comme ça que l'appelle Roxanne Perez. Je crois que Zelina Vega l'appelle autrement. Mais en tout cas, vous savez de quoi je parle quand je dis le pop rocks, hein, voilà. Bon, sauf si vous connaissez pas Roxane Perez, on est sur une chaîne où on parle beaucoup plus de NXT qu'autre chose, donc voilà. J'ai noté aussi un double moonsault d'Andrade, voilà, qui fait son moonsault. Rey Mysterio il l'esquive en se décalant, sauf que bah, Andrade il en fait un deuxième direct et hop là, celui-là il passe. C'était très cool. J'ai noté un ciseau de tête de Santos Escobar depuis la troisième corde, c'était très très bien fait. Bien sûr, il y a toujours ce moment un peu brouillon où tout le monde commence à se fracasser à droite à gauche. Et du coup, on aura le super saut de Joachim Roy. Bien sûr, il fallait un moment un peu incroyable, hein, qui d'ailleurs a un peu sorti les gens du match, hein, parce que d'un coup, tous les gens sont en mode waouh, c'est incroyable, t'as le mec qui s'en va, et puis d'un coup, tu reviens sur le match, tu te dis bah tiens, j'ai loupé une à 2 minutes du match, on va peut-être se remettre dedans. Voilà, et du coup, à la fin, Dominique Mysterio voudra utiliser une chaise, mais il y a des hommes masqués qui vont attaquer Dominic Mysterio et qui vont totalement aider Rey Mysterio à remporter ce match, notamment avec le 619 et un splash. Voilà. Donc victoire de Rey et Andrade. Bon, pas la victoire que je préférais, mais bon, on a eu du très très bon divertissement et tout. Commentaire, j'ai mis petit rappel du fouettage de cul. Et oui, à un moment donné, euh,
Dominique se fait envoyer dans le poteau du coin de ring. T'as Ray qui sort sa ceinture, prêt à le frapper, à lui mettre des fessées comme l'année dernière. T'as tout le monde qui est en mode ouais, c'est trop bien. Et puis bah, finalement, l'arbitre va empêcher Rey Mysterio de le faire. Du coup, la note, j'ai mis 4 sur 5. Hein, franchement, j'ai passé un super moment. J'ai adoré. Alors, pour moi, les seuls petits problèmes, c'est que bah, dans les matchs par équipe, ça me saoule toujours un peu qu'il y ait ce moment où tout le monde, à un moment donné, intervient, se frappe dessus. Voilà, c'est un peu le bordel. Et notamment le finish. En plus, apparemment, ce sont même pas des catcheurs. Vraiment, j'ai regardé sur internet et à un moment donné, j'ai vu un commentaire en mode est-ce que c'est normal qu'il y ait des footballeurs, qu'on accepte que des footballeurs interviennent dans un match Là, je me dis, attends, c'était même pas des catcheurs, quoi. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu leur tête, je me suis dit, je sais pas c'est qui ces mecs, je sais pas d'où ils sortent, j'en ai rien à foutre. Mais, mais en plus, les mecs n'étaient même pas des catcheurs, apparemment. Donc c'est ok. Bon, Rey Mysterio qui gagne parce que des gens interviennent pour lui, tu te dis, c'est quand même assez particulier. Hein. C'est Rey Mysterio quand même, hein. C'est pas n'importe qui. Mais bon, voilà, 4 étoiles, je pense que c'est clairement mérité pour ce match. Ensuite, un match qui malheureusement n'a pas été à la hauteur pour la plupart des gens. Hein. Jey Uso contre Jimmy Uso. Mon pronostic, j'avais pronostiqué Jimmy, j'avais noté. Je pronostiquais Jimmy Uso juste pour avoir plusieurs clims durant cette première nuit avant l'explosion de joie lors de la deuxième. Du coup, explosion de joie avec la victoire, très certainement de LA Knight, puis de Cody Rhodes un peu plus tard. Donc voilà, je m'attendais à une petite clim là-dessus parce que Jey Uso est très populaire. Mais justement, comme il est très populaire, et ben, il a gagné. C'était évident en vrai que Jey Uso allait gagner. Mais j'ai voulu tenter de parier sur son frère, même si moi je préfère Jey Uso. Voilà, d'ailleurs l'entrée de Jey Uso était incroyable. Euh, Après Jimmy Uso dans ce personnage, il est incroyable aussi. Mais bon, voilà. Après le match en lui-même, ben malheureusement, il était un peu décevant. Hein. Les deux hommes ont à peu près le même style de catch, hein, voire quasiment le même style de catch, hein, à des limites. Le seul truc que Jey Uso a de différent, c'est qu'il fait des spears et c'est tout. Mais voilà, c'est un match où on a eu beaucoup de super kicks, de trucs comme ça. Bon, c'est pas le match le plus divertissant, mais il y a des choses que je trouve intéressantes, notamment Jimmy Uso qui va nous faire une Roman Reigns. Et oui, parce qu'à un moment donné, il va faire non, non, on me frappe pas, je m'excuse, machin, il commence à, voilà, à dire qu'il s'en veut, de l'avoir trahi, machin. Et forcément, Jey Uso, c'est un babyface, c'est un crétin, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lui serre la main, il le prend dans ses bras, et oui, en fait, Jey Uso, forcément, direct, il envoie un super kick, un Uso splash. Bon, ça l'a pas aidé à gagner, mais j'y ai cru. Honnêtement, j'y ai cru. Donc voilà, victoire de Jey Uso avec un spear puis un splash. En commentaire, j'ai mis des chants Yeet à un moment donné, et on aura parlé avec le no Yeet à chaque coup de poing à un moment donné, comme le match entre la team Thea Hale et la team Jessie Jane, où quand Jessie et Thea se foutent des points, qui font yes, boo, bah là c'était un peu pareil, parce que bah, dès que Jay frappait, ils étaient en mode Yeet, et dès que Jimmy frappait, c'était no Yeet. Bref, j'aime bien cette ambiance, parce que quand les mecs se foutent juste des droites à droite à gauche, et que le public ne réagit pas, ouais, le truc, tu dis, bon, on s'en fout. Mais quand ils le font et que le public il réagit à côté, alors là, j'adore. Franchement, j'adore. En plus, des fois où les gens ils sont contents, des fois ils huent, et puis là, t'as le hit, no hit. Franchement, c'était très très cool. Et comme j'ai mis, c'est plus un match à résistance de coups de pied qu'autre chose, parce que t'as un moment donné où, voilà, t'as Jay qui fout un coup de pied à son frère, et puis il fait, vas-y, envoie-moi, je vais te montrer que je peux encaisser, et paf, il se prend un coup de pied. Puis il en renvoie un à son frère, et après il est en mode, allez, vas-y, lève-toi, envoie-moi un coup de pied, machin. Bref, j'ai noté le match 3,25 sur 5. La note va peut-être être élevée pour certains d'entre vous, mais en soi, j'ai envie de dire qu'effectivement, le match n'était pas à la hauteur de nos attentes. Mais en soi, j'ai pas passé un mauvais moment. L'entrée de Jey Uso était incroyable. L'entrée de Jimmy, elle est un peu moins impressionnante parce que bah, forcément le public, il est pas en train de ventiler comme pour Jey Uso. Mais l'entrée est cool parce que j'aime bien leur musique à tous les deux. Elles sont très cool. Mais bah voilà, ce qui pose problème, c'est un peu bah, que le match est pas très diversifié. C'est beaucoup, on s'envoie des coups de pied, machin. Il y a le moment un peu en trait de Jimmy, un peu comme Roman Reigns au moment du Hell in a Cell contre Jey Uso. Euh, Bref.
J'adore quand des heals font ça. Et là, bah, c'était génial, c'était génial. Mais bon. Euh, et bon, on va pouvoir passer à la suite, hein, voilà, c'était juste un moment où j'étais assez diverti, mais qui aurait pu être beaucoup mieux au vu des catcheurs qu'on avait. Ensuite, le cinquième match, sûrement le match que déjà que à NXT, j'en avais rien à foutre du match Team Tahel contre le match Team Jessie Jane. Mais alors là, ce match, Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill contre Damage Control, Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane, j'en avais encore plus rien à foutre. Et je crois même que j'ai plus mal noté, attendez, ou non, j'ai peut-être mis, hein? Bah, oui, bah, c'est mon truc de Stand and Deliver. Attendez, pourquoi il est... Pourquoi toutes mes pages OpenOffice, elles ont disparu? Alors, je l'ai noté combien le match de 3 contre 3? 2,75. Ok. Et celui de WrestleMania, je l'ai noté 2,5. Donc ouais, ce match-là, actuellement, c'est le pire match du week-end de WrestleMania selon moi. En sachant qu'il y a un match qui peut un peu être proche hein, niveau résultat. Hein, c'est le match entre Final Testament et la nouvelle version du Hurt Business. Alors ça aussi, ça peut se prendre une note vraiment catastrophique. Après, on a Montesford que j'aime beaucoup dans le ring, donc bon, peut-être que Montesford va faire lever un peu la note. Mais là, franchement, ce match, j'en ai rien à foutre. J'ai mis que je pronostiquerai la team Cargill, puisque je vois mal cette dernière perdre dans son premier match simple, et surtout à WrestleMania, alors qu'ils veulent en faire une superstar, enfin qu'elle est vendue comme une méga star. Donc, ben ouais, hein, le match, ben il se passe rien, on se fait chier. Hein. Je, je suis même sûr que le match, il est si haut dans la carte parce qu'il y a Jet Cargill dedans. Sinon, le match, il serait beaucoup plus bas. On n'en a rien à foutre. Je veux dire, d'un côté, genre Bianca Belair, bah, Bianca Belair, j'aime beaucoup, hein, elle est géniale. Mais on n'en peut plus de la voir en rivalité avec Damage Control. Je veux dire, ça doit faire quoi, 1 an et demi, presque 2 ans qu'elle est en rivalité avec Damage Control, c'est bon, on en a marre. Faites-lui faire autre chose. Naomi, bon, Naomi, j'ai jamais aimé. J'arrive pas à accrocher à Naomi. En plus, la meuf, elle perd tous ses matchs depuis qu'elle a re-signé à Raw ou je sais pas quoi. Et puis, bah, elle perd tous ses matchs, mais elle a quand même une place à WrestleMania parce qu'elle est pote avec Bianca Belair. Alors qu'à côté, t'as Tiffany Stratton qui gagne tout depuis qu'elle a signé, mais pas de moment à WrestleMania. Alors je sais qu'on va te dire oui, mais elle n'a pas encore assez d'expérience. Effectivement, elle n'a pas assez d'expérience, Tiffany Stratton, pour aller à, à WrestleMania maintenant. Mais vous voyez où je veux en venir, je veux dire, t'as d'autres catcheuses aussi, hein, qui font des bonnes perfs et tout, et qui du coup n'ont pas de place à WrestleMania. Et en attendant, on met quelqu'un qui a re-signé il y a à peine 3 mois, qui perd tous ses matchs, et en plus qui a pas fait tant de matchs que ça. Mais du coup, ça me fait un peu chier. Jade Cargill, bah, depuis qu'elle est arrivée il y a des mois, à part faire des coucou NXT, coucou SmackDown, coucou Raw, voilà, je vous montre que je suis là. Une performance certes impressionnante au Royal Rumble, mais bon, bah après c'est tout. Après elle a disparu jusqu'à apparaître il y a 1 ou 2 semaines pour s'incruster là-dedans. Et encore, je crois même que c'est la semaine dernière qu'elle s'est incrustée dans le truc. Enfin bref, euh, c'est mal écrit, on s'en fout, on s'en fout, je veux dire. On sent que le truc est juste là pour mettre en avant Jet Cargill, mais mettez-la plus souvent dans vos programmes, parce que là, elle est là, mais elle a aucune raison d'être là. Je veux dire, elle a aucune raison d'être là. Elle vient, elle veut casser la gueule d'Amage Control, mais Damage Control lui a jamais rien fait. Donc vraiment c'est gratuit, voilà. Donc le match est juste là pour mettre en avant Jade Cargill puisque bah Naomi elle va prendre assez cher. Bianca Belair qui est quand même sans savoir l'un des reigns les plus longs de l'ère moderne entre guillemets, elle se fait bolos par Damage Control parce qu'il y a Jade Cargill dans son équipe parce qu'il faut que ce soit Jade Cargill qui fasse le save et qui ait le gros momentum dans le match. Je, si on m'écoute comme ça, on va croire que je déteste Jet Cargill. Le truc, c'est que c'est pas après Jet Cargill que j'en veux, c'est après l'écriture du match. Parce que si on nous avait teasé du Jet Cargill beaucoup plus tôt, que Jet Cargill avait eu des problèmes avec damage control backstage, je sais pas, que
Elle aurait une conversation avec Bianca Belair où elle s'entendait bien, que Damage Control se dise ouh là là, elle peut faire alliance, bam, on dégomme Jade Cargill, et puis qu'il y ait vraiment du sens à la présence de Jade Cargill, j'aurais dit oui, mais là, il y a aucun sens à sa présence. Et je veux dire, en plus, tu rabaisses la puissance de Bianca Belair pour que Jade Cargill ait l'air d'un monstre et tout. Alors, on le sait que c'est un monstre, on l'a vu porter Nia Jax. On a tous vu à quel point cette meuf, elle était incroyable physiquement. Mais je trouve que tout était hyper mal fait. Dans mon résumé, en plus, j'ai pas noté grand chose. Hein. Asuka qui va cracher le mist sur Kairi Sane. Asuka qui va prendre le KOD. Puis Cargill fait le finisher de Beth Phoenix euh, sur Dakota Kai pour la victoire. Mon commentaire, c'est je me suis fait chier. Et oui, je me suis fait chier. À part l'entrée. En vrai, les entrées étaient incroyables. Voilà. L'entrée des Kabuki Warriors avec Dakota Kai, enfin Damage Control, était incroyable. L'entrée de la team Cargill, là, où ils sont en hauteur, t'as le truc qui descend, t'as juste tout est très son avec la musique et tout. Ça, c'était incroyable et tout. Franchement, les entrées étaient incroyables. Hein. Comme quoi, je n'ai rien de spécial contre Jade Cargill. J'aimerais juste qu'on fasse quelque chose d'intéressant avec. Voilà. Du coup, je notais ça 2,5 sur 5 parce qu'après, c'était pas non plus nul de chez nul. J'ai survécu au match, mais franchement, ça aurait mérité d'être beaucoup plus bas dans la carte. Ça n'avait pas de sens. Encore Bianca Belair contre Damage Control, ça faisait sens, mais rajouter Naomi là-dedans, ça faisait un peu moins sens. Et puis alors Jade Cargill, alors ça fait pas du tout sens, mais voilà, elle a décidé d'être incrustée dans cette rivalité-là, parce que voilà, euh, fallait bien, euh, fallait bien qu'elle ait un chemin à WrestleMania. Donc voilà, pour l'instant la meuf, elle est là, elle a fait deux matchs dans deux des quatre plus grands shows de la WWE, donc ce serait bien aussi qu'elle vienne en weekly et qu'on se des choses avec d'autres catcheuses. Alors je me doute bien que c'est pas à cause d'elle, que c'est à cause de la compagnie qui écrit son personnage, hein, mais je trouve que c'est très très mal foutu. Bref, on passe à l'avant-dernier match qui, celui-là il a fait plaisir. Oh là là, quand tu passes après un match mauvais et qu'après tu passes à ça, Sami Zayn contre Gunther pour le titre intercontinental. Mon Dieu que ça fait du bien. Et en plus, surtout, ça fait du bien quand en plus le prono il est très bon. Et oui, j'ai noté ceci. J'ai pronostiqué Sami Zayn parce que j'ai envie d'y croire. Oui, tout simplement. J'ai envie de croire en Sami Zayn. Avec le soutien de Chad Gable qui a aussi une revanche à prendre sur Gunther et qui peut la prendre en tant qu'entraîneur. Alors, qui du coup va effectivement prendre sa revanche en tant qu'entraîneur, même si j'aurais cru qu'il viendrait au bord du ring. Mais finalement, il est pas venu au bord du ring. J'ai pas trop compris pourquoi. Enfin, si il lui dit, il faut que tu fasses le truc tout seul, machin, toi-même, tu as ce qu'il faut et tout. Enfin bref. Euh, et du coup, le match était vraiment sympa. Alors, je vous avoue qu'à partir de ce match-là, j'ai commencé à prendre moins de notes parce que je commençais à vraiment être claqué. Hein. Genre, ce match-là, il a dû avoir lieu vers 4h30, un truc comme ça. Je commençais vraiment à être mort. Donc, c'est pas qu'il y avait que ça d'intéressant, mais c'est juste qu'il y a que ça où j'ai eu la force d'écrire au bout d'un moment. Vous verrez que pour le match entre Alliance et enfin, le match Bloodline contre le Team Cody, c'est pareil, j'ai pas pris autant de notes qu'il n'y avait de choses intéressantes dans le match. Bref. En résumé, j'ai mis très beau DDT avec les cordes de Sami Zayn, Gunther qui va contrer le Helluva Kick avec le dropkick suivi de sa powerbomb. Là, j'ai cru que c'était fini. De toute façon, à plein de moments, j'ai cru que c'était fini pour Sami Zayn. J'étais à deux doigts de rager. Franchement, je stressais vraiment pendant ce match. C'était horrible. Sami Zayn va placer un Helluva Kick out of nowhere. Et oui, parce qu'à un moment donné, il est dans le coin. Tu dis, bon, Gunther, ça y est, il a le contrôle. Gunther il part pour prendre de l'élan et là t'as Sami Zayn qui le poursuit et l'ova kick. Ça c'était très cool mais bon ça n'a pas suffi. Et ensuite il y a ce moment où oui Gunther va contrer une Elova kick avec un Elova kick avec une close line. Il va enchaîner avec deux power bombs. Alors je ne sais plus s'il fait le tomber à ce moment-là. Mais de toute façon au bout d'un moment donné Gunther il va prendre tellement la confiance qui va même en profiter pour trash talk la femme de Sami Zayn et tout ça. C'était hyper cool. En plus, la tête qu'il a et tout, il fait vraiment peur.
C'était incroyable. Et du coup, Sami Zayn va quand même revenir à lui. Alors ça fait un peu Deus Ex Machina, hein. D'un coup, le mec il se réveille, plein d'énergie, il hurle et tout, il envoie un Helluva Kick alors que Gunther est sur la troisième corde. Il lui fait un Brainbuster de la troisième corde et ensuite il enchaîne, boum, deux Helluva Kick et victoire de Sami Zayn, nouveau champion intercontinental. Et oui, c'est génial. Voilà. Pour moi, Sami Zayn, il aurait pu gagner un titre solo direct après ce qu'il a fait dans la Bloodline. Ils ont attendu à peu près 1 an et demi pour le faire, un peu moins d'1 an et demi. Mais mon Dieu, que ça fait plaisir que oui, les titres par équipe, franchement, pas vraiment le titre le plus prestigieux, hein. Donc là, avoir le titre intercontinental qui est ultra prestigieux, alors là, j'ai hâte de voir ce que Sami Zayn va en faire. En commentaire, j'ai mis Chad Gable n'accompagne pas Sami au ring, mais Kevin Owens va l'encourager juste avant son entrée dans le ring. J'ai mis le public est partagé entre les deux hommes, et oui, le public va beaucoup chanter Let's go Gunther, Let's go Sami. Et oui, parce que, enfin, plutôt Let's go Zayn, je sais plus quel terme ils utilisent, mais bon, bref, le public est vraiment partagé entre les deux. Et Gunther, comme je disais, il va plusieurs fois provoquer la femme de Sami Zayn, il va trop vouloir s'amuser avec sa proie, étant beaucoup trop sûr de lui. C'est d'ailleurs ce qu'on pense qui va arriver à Roman Reigns cette nuit, d'arriver beaucoup trop en confiance. Et bah, du coup, c'est ce qui a causé la perte de Gunther. Donc deuxième règne tyrannique qui se termine. Et oui, il faut croire que le seul tyran qui a le droit de garder son titre après WrestleMania, c'est Rhea Ripley. Parce que je suis quasiment sûr que Roman Reigns, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, il va perdre, hein, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai noté le match 4,5 sur 5, hein. Le match était quasi parfait. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai juste été un peu déçu justement de ce sorte de Deus Ex Machina. Voilà, genre à un moment donné, voilà, surplus de puissance ou regain d'énergie qui sort de nulle part. J'ai trouvé ça un peu chelou, un peu comme dans le match entre Roman Reigns et le démon Finn Balor, où tout d'un coup le démon Finn Balor il se met à bouger bizarrement et puis il se relevait en pleine forme et tout. Bah là Sami Zayn il a fait un peu pareil, sauf que bah il s'appelle pas démon Sami Zayn, il s'appelle juste Sami Zayn. Donc bon, c'est un peu plus bizarre, mais bon, il a gagné, je suis très content, c'est ce que je voulais. Donc, voilà. Ensuite, le main event, Roman Reigns et The Rock contre Seth Rollins et Cody Rhodes. Et oui, j'ai mis un 5 étoiles là-dessus. Et oui. Mon pronostic, c'était la Bloodline. Alors, j'ai mis un gros prono là-dessus. J'ai noté The Rock et Roman Reigns vont gagner. Puisque si Cody et Seth gagnent la Bloodline est banni du ringside. Or, cela n'a aucun intérêt. Et oui, ça n'a aucun intérêt puisque c'est déjà arrivé plein de fois que la Bloodline est bannie du ringside. Est-ce que ça les a empêchés d'intervenir? Non. Et non. Et oui, effectivement. Euh, D'autres personnes qui ont fait des vidéos prono. Alors moi, je fais pas des vidéos prono, je mets ça en communauté, mais dans l'onglet communauté. Mais effectivement, ceux qui le disent, ils ont totalement raison. Je veux dire, c'est déjà arrivé que Solo Sikoa soit banni du ringside et que pourtant dans le l'arbitre ils viennent, paf, un petit coup de pouce et puis hop, je repars. Donc effectivement, ça n'a aucun intérêt à faire gagner Cody Rhodes et Seth Rollins euh, parce que bannir la Blue Line, on sait très bien que quand ils sont bannis, ils interviennent quand même. Donc ça n'a pas de sens. J'ai mis donc, il faut que la Bloodline l'emporte pour avoir le Bloodline Rules match pour plusieurs raisons. Déjà, la défaite de Cody lors de la nuit 1 lui apportera encore plus de soutien auprès du public pour le lendemain. Et oui, en plus, les plans ils se terminent, t'as Cody qui est assis au milieu du ring, qui est super triste et tout. Effectivement, le public lors de la nuit 2 va être encore plus à fond derrière lui. J'ai mis aussi, au lieu d'avoir un match simple comme l'année dernière, on aura un match où tout est permis, ce qui évitera un match trop proche de l'année dernière. En plus, ça permettra d'avoir beaucoup plus de divertissement et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, si la Bloodline peut intervenir, cela veut aussi dire que les Faces peuvent intervenir pour protéger Cody. Et oui. Donc on aura très certainement des interventions classiques, hein, Jey Uso, comment il s'appelle bah, Seth Rollins, voilà. Et je pense même
avec l'histoire du camion. Alors très certainement que John Cena va venir aider Cody, mais surtout, je pense que pour faire rappel à l'Attitude Era, que Stone Cold Steve Austin va intervenir pour tabasser The Rock. Voilà. Parce que je suis sûr que The Rock il va intervenir en faveur de Roman Reigns. Hein. Faut pas oublier que c'est un Bloodline Rules match. Je pense que The Rock va aider Roman Reigns. Et je pense que Stone Cold Steve Austin va venir casser la gueule à The Rock. Voilà, je le dis là. De toute façon, je l'avais déjà écrit bien avant le match. Là, j'enregistre avant le show de ce soir. Mais ce serait incroyable hein, que Stone Cold il vienne casser la gueule à The Rock pour rappeler les vieilles rivalités aux fans les plus anciens. Je pense que ce serait juste incroyable de revoir ces deux-là se frapper dessus. Euh, je pense que doit sûrement y avoir des nostalgiques de la vieille génération qui doivent rêver de voir ça. Et je suis quasiment sûr que vous verrez ça. Je ne remettrai pas ma main au feu, hein, parce que bon voilà, je tiens à ma main, mais je suis quasiment sûr au moins à 90% que le teasing il est pas pour rien. On n'a pas vu Stone Cold lui une. Donc voilà, en plus t'as The Rock qui est là. The Rock c'est Stone Cold, hein, c'est pas n'importe qui ces deux-là. Donc ouais, je vois bien les deux se casser, je veux dire se casser dessus, se taper dessus. Bref. En résumé, alors j'ai noté très peu de choses, mais en vrai il y a eu beaucoup plus de choses d'intéressantes. J'ai marqué The Rock menace l'arbitre de virer, enfin de le virer tout simplement s'il fait le décompte à l'extérieur et du coup, j'ai trouvé ça plus intelligent, ce qui fait que je vous avais parlé du match entre Carmelo Hayes et Trick Williams, où les mecs, ils vont dans le public, l'arbitre, il les suit, mais il compte pas à l'extérieur du ring, alors qu'il devrait le faire. Alors que là, tout le monde se casse la gueule, ils vont à l'extérieur du ring, l'arbitre il commence à compter, effectivement, et puis là, t'as The Rock qui fait Eh oh, si tu comptes, t'es viré. Je suis The Rock, tu sais qui je suis, gros. Tu ne comptes pas, sinon t'es viré. Et du coup, ça permet effectivement d'aller se bastonner à l'extérieur du ring. Ça permet à The Rock et Roman Reigns de tricher parce qu'ils menacent l'arbitre et tout. Ça rappelle beaucoup le match des Survivor Series 2014 avec l'autorité qui, pareil, menaçait l'arbitre, faisait des interventions et tout contre Dolph Ziggler. Bref, j'ai trouvé que ce match me rappelait beaucoup le match des Survivor Series. Donc, c'était vraiment très cool. Et puis jouer sur le fait que The Rock fasse partie du truc d'administration de TKO, c'était super intelligent. Le mec, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, donc le montrer en plein match, j'ai trouvé ça encore plus intelligent. Et puis comme j'ai mis, euh, voilà, voilà, ça l'empêche aussi de d'être disqualifié en cas de low blow, hein, parce qu'il y a un moment donné où il va y en avoir un beau low blow sur Cody en plus je crois. J'ai mis aussi contre du Cody Cutter avec un Superman Punch, ça c'était très cool. J'ai mis aussi malgré un low blow suivi d'un spear sur Cody, ce dernier va survivre. Sûrement le même que tout à l'heure, hein, dont je parlais du low blow. Seth Rollins va sauver un moment Cody et Roman Reigns va envoyer son spear sur The Rock. Hein. Beaucoup pensent que ce spear sur les réseaux sociaux est ce qui va faire que The Rock trahira Roman Reigns lors de la nuit 2. Honnêtement, j'ai du mal à voir Roman Reigns, The Rock trahir Roman Reigns maintenant. Voilà. Je fais plus partie de ceux qui ont du mal à y croire que ça arrivera maintenant. Surtout que ça aurait aucun sens, je veux dire. Effectivement, The Rock il trahit Roman Reigns, mais Roman Reigns, il y a des grandes chances qu'il perde son titre. On sait que juste après WrestleMania, The Rock, il va partir tourner un film qu'il doit faire juste après. On sait que Roman Reigns va commencer à faire plus ou moins sa transition. Donc, les deux vont être absents un petit moment avant de revenir. Donc, je vois pas l'intérêt de faire une trahison avec un début de rivalité si les deux sont absents pendant plusieurs mois. Je vois pas l'intérêt. Je veux dire, tu veux créer quelque chose, ben tu fais juste après, quoi. Tu fais pas 10 mois après alors que tout le monde aura oublié, quoi. Bref. J'ai mis Seth Rollins, oui, ça je l'ai mis. Attends, Seth Rollins va sauver Cody. Oui, et ok, oui. J'ai mis oui, ensuite, Seth Rollins va porter le pedigree sur Roman Reigns et Cody Rhodes, le Crossroads sur The Rock, qui vont tous les deux se relever du tombé. D'ailleurs, il y en a un des deux, je sais pas lequel, n'était pas l'homme légal du match, mais bon, les deux qui font le tombé en même temps, tu dis,
Ok, il y en a un qui est pas censé le faire, hein, mais bon. Voilà. J'ai mis aussi Rock Bottom de Cody Rhodes sur The Rock, et bien entendu, à travers la table des commentateurs, ça c'était très cool. En plus, juste après, t'as Roman Reigns qui dégomme Seth Rollins à travers la barricade. C'était très très cool. Euh, et ensuite, forcément, j'ai mis à la fin victoire de la Bloodlines, puisque Cody Rhodes va porter un crossroad sur Roman Reigns. Je crois qu'il en porte deux. Au moment de vouloir en porter un troisième, Roman Reigns il recule et recule et recule vers les cordes, ce qui fait que The Rock il place un gros coup de ceinture. Il avait promis son coup de ceinture, il l'a porté dans le dos de Roman Reigns, pas de Roman, de Cody Rhodes, ce qui fait que juste après, Roman Reigns il en profite, il envoie le spear, il fait rentrer The Rock. The Rock il place son Rock Bottom. People's Elbow, victoire de la Bloodline, avec tombée de The Rock sur Cody Rhodes. Alors là, ça, je pense que personne, ou très très peu de personnes, avaient le bon tombé. Alors là, jamais de la vie, j'aurais pronostiqué que Cody Rhodes se prenait le tombé, et encore moins par Cody Rhodes. Enfin, par The Rock. Moi, je m'attendais au moins à peut-être un tombé de Roman Reigns ou de The Rock sur Seth Rollins. Alors là, un tombé de The Rock sur Cody Rhodes, alors celui-là, je m'y attendais pas du tout. Mais bon. En commentaire, j'ai mis, oui, ça c'était très drôle, la sponsor, parce que plusieurs matchs avaient des sponsors différents sur des films, de la bouffe, enfin, bref. Et là, t'as une sponsor qui s'appelle American Home Shield, et je fais, c'est marrant, parce que t'as dans le nom de la sponsor le mot Shield, et t'as un match avec deux des trois anciens membres du Shield. Et en plus, c'est d'ailleurs les deux anciens membres du Shield qui vont commencer le match. Bref. Et j'ai mis, si j'ai bien entendu, premier match de The Rock depuis 8 ans. Voilà. Note 5 sur 5, hein, franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Alors effectivement, le début était un peu long. Le début était un peu long à commencer, et puis une fois que c'est parti, alors là, c'était incroyable, hein. C'était incroyable. Encore une fois, la tricherie de The Rock est hyper intelligente. Je fais partie du truc TKO. Voilà, j'ai le pouvoir sur tout le monde, globalement, et j'en profite. Bon, tu dis pourquoi il en profite pas pour directement gagner le match, hein. Bon, ça irait plus vite, hein, mais bon, il le fait sur l'arbitre, c'est très très cool. Euh, à plein de reprises, honnêtement, j'ai été hyper stressé. Je m'étais dit, putain, Cody Rhodes, il va gagner. Je me suis dit, non, il doit gagner demain, pas aujourd'hui. Franchement, j'y ai cru, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de moments où les faces ont dominé, où ils ont placé des crossroads, des Cody cutters, des machins à droite à gauche. Franchement, les heels, ils ont bouffé, hein. T'as même au moment donné où Roman Reigns avait le pif en sang et tout. Franchement, ouais, c'était vraiment excellent, la bonne victoire. The Rock qui provoque la mère de Cody Rhodes et tout. Enfin bref, pour moi tout était parfait, hein, tout était parfait pour qu'on ait bon la victoire de Cody demain. Hein, ça me fait chier parce que je suis pas dans le hype Cody Rhodes, mais bon, c'est quasiment sûr que ça va finir comme ça. Mais bon, en tout cas, on aura quand même passé un très bon moment. C'était un très bon show. J'ai vraiment kiffé le suivre. Après, un peu comme pour Stand and Deliver, j'ai un petit souci avec ce show, c'est que déjà j'ai l'impression que par moment ça manque un peu de prestige dans les entrées. Je veux dire, on est à WrestleMania 40, on n'est pas à Crown Jewel, j'ai envie de dire. Euh, il y a certaines entrées qui étaient très impressionnantes, hein. Je pense à Jey Uso, c'était très cool. L'entrée de The Rock était très cool. Enfin bref, il y a eu des très bonnes entrées. Mais à côté de ça, je trouvais qu'il y avait des entrées qui étaient très banales. Vraiment, t'aurais pu être dans un autre PLE moins important que WrestleMania, t'avais la même chose, quoi. C'était un peu particulier. Mais bon, voilà, je trouve, voilà. Et en même temps, je trouve aussi qu'on ne tease pas grand-chose pour la suite. Effectivement, on termine plein d'histoires, mais on ne débute rien. Il n'y a pas de choses qui se passent. C'est pas, je sais pas, il y a un truc bizarre avec ce show qui avait déjà Stand and Deliver, c'est que ben, on a des successions de matchs, mais pas d'histoires qui se racontent backstage ou des trucs comme ça. On ne prépare rien pour Raw ou SmackDown, ou pareil pour SmackDown, on ne préparait rien pour NXT à part l'arrivée d'un gars de Level Up. Mais ouais, je trouve ça particulier. Bon, je sais pas s'il y a que vous trouvez ça de particulier et tout, dites-moi en commentaire, mais ouais, moi je trouve ça un peu chelou.
Voilà. Bon, voilà, sinon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de ce show, la nuit 1 de WrestleMania 40. Et du coup, ben, on se dit à demain pour la vidéo de la nuit 2 de WrestleMania. Allez, ciao tout le monde.